bonsoir à toutes et à tous. J'avais dit, juste avant, j'ai travaillé un petit secret, j'avais dit à M. Poulain, juste avant qu'on commence la conférence, j'ai dit, on va essayer de commencer à l'heure. Et il me dit, eh oui, et le quart d'heure Picard. Je dis, non, il n'y a pas de quart d'heure Picard. Donc on va essayer de commencer à l'heure. Ça va un peu fort. Non, oui, c'est bon. Et on va commencer à l'heure, parce que les retardataires, comme c'est, on les prendra en route, ils n'auront pas ce que j'ai à leur dire. J'espère qu'ils rateront surtout pas ce que M. Poulain a à dire ce soir. Donc, bienvenue à tous, bonsoir, merci d'avoir bravé le petit vent froid pour venir ici dans la salle La Cologne à Tincourt pour suivre une conférence sur la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire par cette conférence avec le comité des sages? On voulait parler de la justice. Alors, on aurait pu prendre un autre angle, un angle complètement différent, inviter un professeur de droit qui nous aurait fait un cours de droit sur l'institution judiciaire. Et on a choisi un angle un petit peu différent. Et on s'est dit, mais si on invitait un journaliste, c'est son métier de raconter, de faire des comptes rendus et qui nous explique qu'est-ce que c'est que l'institution judiciaire, en fait, vue par un journaliste. Voilà. L'idée, c'est bien de comprendre comment fonctionne la machine judiciaire dans notre pays, mais vue à travers les lunettes d'un journaliste, d'une personne qui rend compte à ses concitoyens de ce qui se passe. Alors, on a choisi Tony Poulain. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de tenir cette conférence. Vous êtes très très connu dans la région, donc je vais pas vous présenter pendant trop longtemps. Enfin, rapidement, vous avez été chef d'agence, c'est comme ça, chef d'édition pour le Courrier Picard à Péronne de 2000 à 2010, si je ne me trompe. Et puis depuis 2010, vous êtes le chroniqueur judiciaire du Courrier Picard. Et chroniqueur judiciaire, c'est une spécialité, c'est un métier particulier, même dans le journalisme. Enfin, je ne vais pas raconter toute la conférence parce que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Et donc, vous allez nous expliquer aujourd'hui, avec ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vu, comment fonctionne l'institution judiciaire dans notre pays. Voilà, la parole est à vous. Vous avez 3/4 d'heure, 50 minutes d'exposé, c'est le format habituel. Après, on aura 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses. On essaye de pas rentrer dans un débat, comme je le répète à chaque fois, de questions à M. Poulain sur son exposé. Et puis on terminera, je ferai la conclusion, puis on terminera toujours par un petit verre de l'amitié ensemble. Ça, c'est la bonne chose. M. Poulain, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'abord de votre invitation. Je dois dire que c'est assez émouvant d'être à Tincourt-Boucly parce que je peux pas commencer sans avoir une pensée pour un confrère qui s'appelait Gilles Léguillet, qui est décédé en 2010, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler 10 ans, qui était entré en 1954 au Courrier Picard, qui en 88 s'est retrouvé pris dans un plan social et quasiment le lendemain de son licenciement, il est devenu correspondant de presse. Ce qui fait que pour le grand public, ça n'a pas beaucoup changé. Il continuait à arpenter le terrain. Et dans ce métier qui, à l'époque, ça prenait encore beaucoup sur le tas, puisque moi, j'ai connu le temps où plus de la moitié des gens qui étaient journalistes n'avaient fait aucune étude de journalisme. Il y a eu avec Gilles une notion de transmission. Il nous a raconté la presse telle qu'il l'a connue, et c'était un peu l'âge d'or de la presse après-guerre. Il était à la fois professionnellement intéressant et puis on a bien rigolé ensemble. Et il nous a beaucoup parlé de Tincourt-Boucly parce qu'il était énormément attaché à ses racines. Il était fils d'agriculteur à Tincourt-Boucly, c'était vraiment quelqu'un du cru. Et voilà, j'ai une pensée pour lui et aux histoires qu'il nous racontait, comme la fois où il avait planqué devant la compagnie de gendarmerie de Péronne parce qu'il avait appris qu'un chef d'État africain était hospitalisé en plus grand secret à Péronne. Et il avait chopé le procureur, le capitaine et le sous-préfet à la sortie de leur repas. Bon, c'était un autre temps, mais voilà, ces anecdotes étaient toujours formidables et elles nous apprenaient beaucoup sur la manière de travailler aussi, sur l'importance d'être sur le terrain et de jamais lâcher le terrain et de nouer des liens avec les gens qui permettent ensuite d'avoir les informations. Donc, comme on vous l'a dit, je suis chroniqueur judiciaire. Un chroniqueur judiciaire, c'est avant tout un journaliste. Je dois dire que dans mon cas, je peux vous dire précisément quel jour j'ai voulu devenir journaliste. C'est facile de s'en souvenir, c'était le 10 mai 81.
Et j'étais dans une salle des fêtes qui ressemble beaucoup à celle-ci d'ailleurs, à un baptême en zone rurale. Donc comme vous êtes une université rurale, ça tombe bien, moi aussi, je viens de la zone rurale. Et le 10 mai 81, beaucoup de gens s'en souviennent, c'était le deuxième tour de la présidentielle. Les gens étaient à table. Imaginez, hein, pas de portable, pas d'internet, c'est dur à imaginer, mais voilà. Et puis les plus anciens se souviennent que tout le monde pensait que Giscard allait passer, que ce serait peut-être serré, mais qu'il allait passer. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui s'est dit, alors moi j'étais déjà intéressé par l'actualité quand même, il y a quelqu'un qui s'est dit, on va ramener la voiture tout près de l'entrée de la salle des fêtes, et puis le petit jeune que ça a l'air de s'intéresser, qui fait plein d'allers-retours pour écouter la radio, il va écouter la radio, puis il viendra nous le dire. Et il s'est passé deux choses, c'est ça la naissance d'une vocation, c'est que donc j'ai appris à 20h pile sur Europe 1 que Mitterrand était élu. Et j'ai connu ce plaisir d'aller annoncer une nouvelle aux gens, de la savoir le premier et de l'annoncer. Et en plus, quelle nouvelle, parce qu'on était dans une assemblée qui était en grande partie composée d'agriculteurs. Et j'aime mieux vous dire qu'en 81, l'annonce de l'élection de Mitterrand dans un milieu rural, ça faisait un peu douche froide. Hein. C'était comme l'époque où on disait que les Russes allaient défiler sur les Champs-Élysées. Donc j'ai connu ce plaisir d'annoncer une nouvelle. C'est un plaisir qui heureusement m'est pas passé. La nuit dernière, j'ai eu un verdict d'assises, je l'ai mis, donc maintenant c'est par internet, mais j'ai balancé la nouvelle vers 23h et j'ai toujours ce plaisir de savoir quelque chose et de le donner. Et puis en même temps, j'ai eu la frustration parce que on comprenait au ton de la voix qu'en fait les journalistes savent bien avant 20h qui est élu. Et je me suis dit, mince, eux ils le savent et on ne le sait pas. J'ai eu envie d'être le premier à le savoir. Et ça continue à m'animer. Je suis devenu journaliste en 89, toujours en zone rurale, à Neufchâtel-en-Bray, pour un hebdomadaire qui s'appelle Le Réveil, qui existe toujours. Je suis rentré à Paris-Normandie en 95, au Courrier Picard en 2000, où j'ai été chef d'édition à Péronne, pour tout l'Est de la Somme. Et puis, c'est là que j'ai découvert la justice, puisque j'ai couvert le tribunal correctionnel de Péronne à l'époque. Et puis, en 2010, le tribunal de Péronne a fermé. Il a été fermé par Rachida Dati, qui avait été juge au tribunal de Péronne. Et puis j'ai suivi un peu le tribunal, puisque je suis devenu chroniqueur judiciaire. Abbeville avait aussi fermé. C'est le moment où le tribunal d'Amiens devenait un gros tribunal de province, puisqu'il est à l'échelle départementale, ce qui est assez rare finalement. Et le Courrier Picard a considéré qu'il fallait quelqu'un pour faire que ça. Enfin, quasiment que ça. Je prends des week-ends de garde quand même, parce que sinon je serais très impopulaire dans mon service. Mais là, à 90%, je fais de la justice. Et je fais donc ça depuis 12 ans. Je vous dis quelques mots sur l'évolution de la presse, parce qu'il se trouve que je fais un métier qui en gros, n'a pas changé dans ses principes, puisque c'est toujours journaliste, c'est aller chercher une information, la vérifier pour la rendre fiable, et puis la diffuser. Donc la diffuser, ça veut dire passer par un média, qui peut être la télé, la radio, Internet, un journal papier. Mais diffuser, ça veut dire aussi rendre intelligible. Et c'est important dans le cas du chroniqueur judiciaire, puisque la justice peut être quelquefois très technique, compliquée. Il y a des points de droit qui ne sont pas simples, qui sont même parfois à s'arracher les cheveux, parce que même les juristes ne sont pas d'accord entre eux. Et surtout quand on est dans la presse généraliste, hein, puisque le Courrier Picard, il vous donne à la fois les résultats du loto, le programme télé, le compte-rendu de justice et le compte-rendu de la com de com. Moi, mon but, c'est que tout le monde comprenne ce que j'écris. Donc, on peut se faire plaisir en citant l'article 223 du Code pénal. Mais là, il y a 3 personnes qui sont intéressées. Donc, c'est ça. Diffuser, c'est à la fois passer par un média. Si vous êtes seul à savoir quelque chose, vous n'êtes pas journaliste par définition, puisque vous le dites à personne. Mais c'est aussi rendre compréhensible. Je parlais de Gilles qui a commencé en 54. Hein. Il faut savoir que donc ce métier qui, dans ses fondamentaux, n'a pas changé, il a en revanche complètement changé dans la manière dont on l'exerce et dans la manière dont vous recevez les informations. Au début des années 50, ça fait rêver. 8 Français sur 10 lisent un quotidien. Il
il y a 15 millions de journaux diffusés en 46, alors qu'il n'y a que 40 millions de Français. Il n'y en a plus que 10 millions en 90, alors qu'on est passé à 57 millions de Français. Je ne vous parle pas des titres qui ont disparu, France Soir, Le Matin de Paris, Le Quotidien de Paris. Il faut avoir en tête que quand je commence en 89 dans un hebdomadaire rural à Neufchâtel-en-Bray, alors qui n'est pas un petit hebdomadaire, Le Réveil c'est quand même sérieux, ça va jusqu'aux frontières de la Somme et de l'Oise, mais on parle quand même d'un hebdomadaire en Normandie. On frôle les 20 000 exemplaires dans cet hebdomadaire. Aujourd'hui, un journal comme Libération, qui est censé faire référence au niveau national, sa diffusion, c'est seulement 83 000 exemplaires. C'est chaque jour un Stade de France rempli qui achète ce journal. Vous comprenez toutes les difficultés économiques qui sont liées à ça. Pour information, le journal le plus diffusé en France au niveau national, c'est Le Monde, 424 000, mais les provinciaux peuvent être contents. Le plus grand journal de France, ça reste Ouest France, qui est à 624 000, qui est sur une région énorme, qui va de Nantes à Deauville. Je suis donc au Courrier Picard, qui ne fait pas exception à la règle, qui n'est pas le pire journal dans son évolution sur ces dernières années. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en gros, 68 000 exemplaires en 2007, 45 000 en 2021. 45 000, on est juste au-dessus du double de ce que je faisais dans mon petit hebdomadaire en 1989. À 4 journalistes avec des bouts de ficelle, c'est assez impressionnant. On est encore 80 journalistes au Courrier Picard, 45 à Amiens, 34 sur le terrain et 120 correspondants. Pour faire court, un journaliste s'est payé à la fin du mois qui travaille beaucoup ou très peu, un correspondant s'est payé à la ligne et à la photo. On a 7 éditions, à 63% on est vendu par portage. Cette image de quelqu'un qui va acheter le journal de la une, qui donne envie d'acheter, c'est complètement suranné. Il y a 20% de vente au numéro. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Tiens, je vais acheter le Courrier Picard parce qu'il parle de ci, il parle de ça, ou parce que j'en ai envie. » C'est une personne sur 5 seulement. Entre nous, s'il n'y avait pas eu le portage qui permet d'avoir le journal tôt le matin, je pense qu'on ne serait pas loin de plus exister. Le Courrier Picard a été une coopérative jusqu'en 2010. Ça a vraiment été l'année de tous les bouleversements pour moi. Maintenant, on fait partie d'un groupe qui est un groupe belge, Rossel, qui possède La Voix du Nord, les journaux du début de l'Est, c'est-à-dire l'Union, l'Ardennais, et le Courrier Picard, l'Aisne Nouvelle à Saint-Quentin, qui est un tri hebdomadaire, et maintenant Paris-Normandie. Et si je vous dis que le métier a complètement changé, et ça vaut aussi pour mon travail de chroniqueur judiciaire, c'est évidemment que le numérique est arrivé. Et ça a vraiment tout bouleversé, c'est-à-dire que le journal papier, on annonce sa fin. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai retrouvé des notes, on me l'avait annoncé pour 2017. Bon, il survit encore, mais bon, en gros, on sait que c'est inéluctable, il n'y aura plus de journal papier, il y aura toujours de l'information. Faut savoir que si le numérique a le vent en poupe, quand même, plus d'une personne sur 2 qui va sur le site du Courrier Picard pour lire le journal lit en fait l'équivalent du journal papier, mais en numérique. C'est le principe des liseuses. Donc, comme quoi ça résiste quand même un peu ce format-là. Bon, c'est un bouleversement terrible. Aujourd'hui, tout le monde peut être journaliste, d'où tous les débats sur les fake news. Non, tout le monde ne peut pas être journaliste, parce que pour moi, le journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour le faire, mais tout le monde peut transmettre de l'information. Ça vous demande un ordinateur qui coûte 300 € et un téléphone qui coûte 300 €. Vous faites des vidéos, vous faites du son. Il faut savoir qu'avec mon téléphone, actuellement, je fais les vidéos d'une qualité technique. Alors, je ne dis pas qu'elles sont réussies, mais je dis techniquement, elles sont de la qualité de ce que les collègues de la télé faisaient quand j'ai débuté mon métier. C'est assez fou de se dire que... Enfin voilà, c'était totalement inimaginable quand j'ai commencé et je ne suis pas encore un vieillard. Le grand défi, clairement, c'est de réussir à continuer à donner envie aux gens de dépenser 1 € par jour pour aller chercher de l'information, alors que l'information gratuite arrive de partout. Vous vous doutez bien que le corollaire, c'est de faire du travail de qualité pour que les gens se disent « ça vaut la peine ». Enfin, imaginez quelqu'un qui donne des pizzas et à côté quelqu'un qui vend des pizzas à 10 €. Elles vont avoir intérêt à être très très bonnes pour qu'il y ait encore des gens qui aillent dépenser 10 €. Et les pizzas gratuites, même si elles ne sont pas terribles, on ne va pas être regardant avec elles sont gratuites.
On est comme ça. On vend des pizzas alors qu'à 50 mètres, il y a un type qui les donne. C'est le grand défi. J'en viens à la justice, puisque c'est le thème de ce soir. J'ai donc découvert la justice dans un tout petit tribunal qui était celui de Péronne, qui était vraiment un tribunal attachant. Faut savoir qu'il y avait à peine 10 avocats à l'époque à Péronne, un barreau de 10. D'ailleurs, ils étaient tous bâtonniers à tour de rôle, puisque ça revenait... le bâtonnier, c'est le chef des avocats. Hein. C'est lui qui est élu, qui règle les problèmes disciplinaires et qui représente sa profession vis-à- que de l'extérieur. Bon, il était tous les 5 ans, puisqu'ils étaient, je crois qu'ils étaient 9 à un moment. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout, comme l'immense majorité des Français. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant parce que vous le voyez bien que la multiplication des émissions sur les faits divers, il semble qu'il y ait une vraie appétence des gens pour les faits divers, pour les chroniques judiciaires. Et malgré tout, il y a très peu de gens qui pensent à pousser la porte d'un tribunal pour voir comment ça se passe, ou pour assister à une affaire qui est médiatisée aux assises. On pourrait s'attendre à ce qu'on refuse du monde. Or, c'est très rare. Ça m'est arrivé de constater qu'on refusait du monde, hein, notamment sur les procès Bardon, mais la plupart du temps, encore hier soir, on était 15 dans la salle pour un procès qui était assez intéressant du côté qui concernait une affaire d'Abbeville. Donc je l'ai découvert comme tout le monde. J'avais plein d'idées fausses. Alors les idées fausses sont souvent colportées par les séries télé. Le problème, c'est qu'elles sont américaines. Donc c'est comme ça qu'on a les accusés qui disent au juge votre honneur. On ne dit pas votre honneur en France, c'est pas un honneur. Bon, j'en ai pas encore eu qui demandaient à jurer sur la Bible comme on fait aux États-Unis, mais ça pourrait arriver tellement on a une vision déformée par les séries télé. C'est un monde très codifié, la justice. D'abord, les gens portent des tenues qui sont pas courantes. Alors, on n'a pas les perruques comme dans le droit anglais, mais les gens ont des robes noires. Ça fait d'ailleurs penser à des prêtres par bien des aspects. D'ailleurs, un procès, c'est un peu une grand-messe, finalement, avec les enfants de chœur, on va dire que c'est les huissiers et les greffiers. Le prêtre, c'est le président du tribunal. Le procureur, je sais pas, c'est un peu le père Fouettard, quelquefois le diable. Mais voilà, chacun a sa place au sens strict du terme, puisque vous avez le procureur qui est à gauche, le ou les juges devant vous, les jurés quand on est aux assises, le greffier sur la droite qui consigne tout ce qui va être dit pendant le procès et qui vérifie la légalité de ce qui va se passer. C'est un monde clos avec ses codes, dans lequel le chroniqueur judiciaire, finalement, il n'a pas de place prévue. Le chroniqueur judiciaire, ça n'existe pas dans le code pénal, ça n'existe pas dans la loi. C'est un Français comme tout le monde qui peut assister à une audience parce qu'elle est publique. Le fait est que généralement, on nous réserve un bureau et une place pour qu'on entende un peu mieux ce qui se dit. Parce que, alors, il y a un point commun entre tous les tribunaux de France, je ne sais pas pourquoi, c'est que l'acoustique est catastrophique. C'est très dur d'entendre quand on est dans la salle. Nous, on a une place privilégié, mais c'est lié au bon vouloir en fait des juridictions. On n'a aucun statut spécial, on y assiste comme tout le monde pourrait y assister. C'est un monde où il y a beaucoup de drames évidemment, puisque quand tout va bien, on n'a aucune raison d'aller au tribunal, que ce soit comme auteur d'un fait délictueux ou que ce soit comme victime. Mais c'est aussi un monde où il y a au milieu de longues journées des moments de sourire, même quand on étudie des choses dramatiques, quelquefois parce que les délits sont moins graves et qu'on peut se permettre de sourire. C'est un petit monde avec toutes les apparences du monde réel. Et donc j'ai découvert aussi un endroit qui finalement détonne par rapport au reste de notre société, surtout telle qu'elle est devenue. D'abord parce qu'on est prié d'éteindre son portable au tribunal et il n'y a plus beaucoup d'endroits où tous les téléphones sont éteints. C'est un endroit où chacun parle à son tour et il n'y a plus beaucoup d'endroits où on parle chacun à notre tour. Alors même si quelquefois le ton s'élève, mais comme tout est codifié, chacun parle à son tour. Et puis c'est encore un endroit, alors si on est trop nostalgique, on va dire de moins en moins, mais c'est encore un endroit, je pense notamment au procès d'assises, où on prend du temps.
Et le temps, ça coûte cher, et des sous, il n'y en a plus beaucoup, et donc on ne prend plus beaucoup de temps. Le procès d'assises, on peut encore passer 5 jours pour se pencher sur un crime. Enfin, on peut passer beaucoup plus de temps, hein. Le deuxième procès Bardon, il a duré 3 semaines. Il y a des procès qui durent des mois quand les affaires sont vraiment compliquées. C'est des endroits où on peut encore prendre du temps, écouter les gens, beaucoup de choses qui disparaissent. Alors, au tribunal de Péronne, j'ai connu mon premier gros procès, en fait, qui était le procès Tutrice, c'était en 2001. Là aussi, il y a sûrement plein de gens qui s'en souviennent, qui était un procès pour détournement de TVA, en fait. Et on disait à l'époque que c'était la plus grosse escroquerie à la TVA jamais pratiquée en France. On était sur 600 millions de francs. C'était pas rien. Et je vous en parle parce qu'il est typique de ce qui est intéressant dans le métier de chroniqueur judiciaire. En soi, je viens de vous résumer l'affaire Tutrice. En fait, c'est le détournement de TVA. Le mécanisme est assez simple, hein. Quand vous vendez des biens à l'étranger, afin d'aider à l'exportation, vous les vendez au prix que vous l'auriez vendu à un Français, mais afin d'aider à l'exportation, l'État français vous rembourse ensuite la TVA, en l'occurrence 20% sur une voiture. Vous vendez une voiture 100 en Russie ou aux Émirats arabes, vous produisez la facture et l'État français vous rembourse la TVA, vous rembourse 20. En fait, je vous ai tout dit là, donc ça tient en 20 lignes. Et tout ce qui était intéressant dans le procès Tutrice, c'est ce qu'il y avait à côté finalement. C'était une histoire digne d'un roman, d'un garagiste qui veut s'élever, alors on peut dire qu'il a été pris de la folie des grandeurs, hein, qui crée un véritable empire en partant d'un garage à Péronne. Il finit par avoir des garages qui vont du bout du Pas-de-Calais jusqu'au bout de la Marne. Il a le plus grand garage Mercedes de France à Reims, qui était une véritable cathédrale. Et ça, à raconter, c'est intéressant. Il est pris d'une forme de mégalomanie, on peut le dire. Il engage des auteurs-compositeurs qui créent des chansons à sa gloire. Il se mêle de faire de la politique. Il crée une sorte de société secrète qu'on pourrait assimiler à une sorte de franc-maçonnerie, mais pas reliée à une obédience, en fait. Il crée sa propre loge, finalement, pour en être le maître. Il crée un lien avec ses salariés qui était très intéressant à décrire parce que les gens étaient en adoration devant lui et parce que certes il détournait de l'argent, mais il faisait aussi du bien autour de lui. Il faisait travailler des gens, il était capable de générosité parce qu'on n'est jamais tout noir. Et c'est toute cette histoire qui est intéressante à raconter. C'est aussi l'histoire du procureur qui, par le plus grand des hasards, vient d'être nommé procureur à Amiens, Jean-Philippe Vicentini, qui, on peut le dire, en avait fait une affaire personnelle du fait de poursuivre Alain Tutrice. Et ces rapports humains-là sont très intéressants. Normalement, vous voyez ça que dans les films, et quelquefois vous vous dites même, ils en font un peu trop. Et là, c'est vrai, en fait, mais c'est digne d'un roman. Je me souviens d'un moment fort de ce procès. C'est que donc il y avait eu une chanson à la gloire d'Alain Tutrice. Et le procureur a tenu à ce qu'elle soit diffusée à l'audience. Et entre nous, pour savoir s'il avait détourné ou pas de l'argent de la TVA, ça servait absolument à rien. Et j'ai compris, et je l'avais écrit à l'époque, j'ai compris que c'était une manière de l'humilier finalement. De passer cette chanson qui avait du sens dans les grandes conventions d'entreprise et qui devenait ridicule au procès. C'était « Il a dans les yeux quelque chose », enfin je connais plus la chanson évidemment, mais il se jouait quelque chose d'humain qui était terrible, qui était un petit procureur à l'époque, qui en gros voulait se faire le gros chef d'entreprise et surtout qui voulait l'humilier. Et ce petit bonhomme, parce que en préparant ça aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ressemblait à Noël Le Graët finalement ? Petit, un peu ramassé, et puis montant très haut et connaissant une chute brutale. Et ce petit bonhomme forcé d'écouter pendant 3 minutes la chanson à sa gloire alors qu'il s'apprêtait à partir. Enfin, son seul titre de gloire à ce moment-là, c'était d'être responsable de la bibliothèque de la maison d'arrêt. Voilà, je vous parle de ce procès-là parce qu'il m'a marqué. Il n'y avait pas une mort, hein, il n'y avait rien eu de sanguinolent. Mais pour moi, il est typique de ce qui fait l'intérêt de ce métier et de ce qui fait qu'on peut l'exercer pendant plusieurs années sans trop se lasser. C'est qu'à chaque fois, c'est une histoire humaine différente. Et si on s'en tenait à la définition du code pénal,
Vous voyez, là, hier soir, c'était un homme qui a tapé sur le crâne, qui supportait pas que sa femme le quitte et qui était très possessif et qui a tapé sur le crâne de sa femme à coups de casserole. Il l'a laissée pour morte. Dieu merci, elle s'en est sortie, mais avec des séquelles. Mais tout ça, à chaque fois, je peux vous le dire en 10 lignes, où on pourrait sortir la tentative de meurtre dans le code pénal et on vous aurait et on dirait, bon ben voilà, ça c'est la définition légale, et c'est monsieur Untel qui a tapé sur madame Untel et il a été condamné à temps. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, à chaque fois. Et on voit que derrière les plus grands criminels, comme les petits délinquants, d'ailleurs, il y a toujours des histoires. C'est la première chose qui est très intéressante. La deuxième chose qui est très intéressante avec la justice, c'est que c'est à la fois un baromètre et un thermomètre de la société. Je me souviens quand je travaillais à Péronne, donc c'était une fois par semaine le tribunal. C'était un peu ma friandise le mardi d'aller couvrir le tribunal, parce que comme par ailleurs j'étais cadre, c'était le moment où on me laissait tranquille toute une journée. Et je me souviens avoir vu monter le phénomène de la consommation d'héroïne dans l'est de la Somme. Ce qu'on a appelé le réseau des abribus, parce que tout le monde est tombé des nues, mais on s'est rendu compte que l'héroïne circulait, qu'elle était de moins en moins chère, donc moins elle était chère, plus elle circulait. Et puis il a fallu du temps pour prendre conscience que c'était justement en zone rurale qu'elle circulait le plus, alors favorisée chez nous par la proximité avec la Belgique et les Pays-Bas. Et j'ai vu défiler au palais de justice de Péronne des gens qui étaient des morts vivants, mais je pèse mes mots. Alors comparaison n'est pas raison, mais vous avez tous vu hélas des images des camps. Et un héroïnomane, quand il est vraiment au plus fort de la consommation, il ressemble à quelqu'un dans un camp, émacié, et puis attaqué aussi dans son cerveau, puisque du moment qu'il se lève le matin, sa seule préoccupation, c'est d'acheter sa dose. Et donc voilà, si vous vous en tenez à la définition du code, c'est offre, cession ou détention de stupéfiants. Ça tient aussi en quelques lignes, mais si vous grattez l'histoire qu'il y a derrière, d'abord elle est édifiante, elle est intéressante, il y a un vrai drame derrière, et puis surtout elle dit quelque chose de la société, quoi. Quand 2 fois par mois, dans une petite ville comme Péronne, vous avez des consommateurs, dealers d'héroïne qui comparaissent, c'est qu'il se passe quelque chose et ça dit quelque chose. Ça disait quelque chose à l'époque de toutes les fermetures, flot d'or, des camps, donc plus de travail, certainement de l'ennui, un manque de mobilité de la jeunesse. C'est pour ça que je me suis toujours étonné, et je ne suis pas de ceux qui tapent sur les élus joyeusement, leur boulot n'est pas toujours facile, mais je me suis toujours étonné j'allais dire de si peu voir, mais non, de ne jamais voir les élus au tribunal. Alors d'abord de jamais voir les parlementaires. Je l'avais dit à Stéphane Demilly, qui m'avait dit oui, je viendrai, mais je ne sais pas s'il l'a fait, pas de procès d'intention, il est peut-être venu. Mais je disais à Stéphane Demilly, mais vous êtes député, vous votez les lois, ça vous arrive de venir voir comment elles sont appliquées ? Parce que là, mettez les mains dans le cambouis, quoi. En fait, c'est l'ingénieur de chez Renault qui a conçu une voiture, mais qui ne mettrait jamais les pieds dans un garage pour voir si le moteur tourne, si la portière qu'il avait dessinée, finalement, elle est peut-être jolie, mais très chiante à fermer, parce qu'il a oublié de mettre un rivet à tel endroit. Je lui avais dit aussi, j'avais dit que quelquefois, vous décidez, souvent dans l'émotion, suite à un fait divers, que tel délit qui était puni de 7 ans de prison, non, c'est pas bien, on va le punir de 10 ans de prison. Je lui ai dit, mais venez au tribunal, on prononce jamais les peines maximales. Jamais, jamais, jamais. Si, la perpétuité aux assises, ça arrive. C'est la seule fois où j'ai vu prononcer des peines maximales. Au correctionnel, on prononce jamais les peines maximales. Les gens encourent 5 ans, on leur met 1 an aménageable, en fait, ils vont pas en détention, parce que les prisons sont pleines aussi, et pour plein d'autres raisons qu'il ne m'appartient pas de juger. Donc je lui disais, d'abord en tant que personne qui vote la loi, venez voir comment elle est appliquée, et puis aussi en tant qu'élu, c'était la grande époque de la rue de l'Abreuvoir à Albert. Alors ça nous fait rire parce que c'était la rue de l'Abreuvoir et ça buvait pas que de l'eau dans la rue de l'Abreuvoir, je peux vous le dire. Et je disais, mais c'est quand même étonnant qu'un maire, au moins il peut se renseigner quand il y a une affaire qui concerne sa ville, qui viennent pas voir ces gens, parce que ça dit quelque chose de l'état de sa ville. Je suis pas en train d'excuser tous les gens qui commettent des délits, mais ça dit forcément quelque chose sur les problèmes de violence conjugale. On est en première ligne au tribunal, ça on le voit tout le temps, sur les agressions sexuelles sur mineurs, sur la consommation d'alcool, sur la consommation de drogue.
Tout ça, on le voit et ça dit quelque chose de la société. Bon, les élus, je ne les vois pas. Je les vois aux audiences solennelles de rentrée, mais je ne les vois pas après. Je vous disais d'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler un peu de la manière concrète dont se passe notre métier. Je disais, les élus pourraient venir quand il y a une affaire qui concerne leur secteur, et vous pourriez me dire comment ils peuvent savoir que ça concerne leur secteur. Quand on est chroniqueur judiciaire, on travaille avec ce qu'on appelle des rôles d'audience, donc qu'on nous fournit. Là, voilà, j'ai pris au hasard, c'est suite ce matin, tribunal correctionnel, juge unique, il y avait 12 affaires qui étaient jugées à Amiens. Et en gros, c'est le menu de notre journée. Donc à chaque fois, on a le nom de la personne, le nom de son avocat, ce qu'on lui reproche, et puis éventuellement le nom de la victime. La différence, donc je vous ai parlé du métier de journaliste, je vais vous parler de la spécificité du travail de chroniqueur judiciaire. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Alors aux yeux de la loi, il est exactement comme les autres, il a une carte de presse, mais il ne dépend pas tout à fait, pas lui, mais le compte-rendu d'audience qu'il fait n'est pas tout à fait un article comme un autre, aux yeux de la loi. Donc là, je vais vous parler de la loi du 29 juillet 1881, qui est la loi qui régit encore la liberté de la presse. Alors il y a eu des aménagements, mais dans les grandes lignes, elle est toujours en vigueur. C'était sous la Troisième République. Et elle dit une chose très importante dans un article spécial qui concerne les comptes rendus de l'Assemblée nationale et les comptes rendus de presse. Je vais vous le lire. Ne donneront lieu à aucune action, diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours produits devant les tribunaux. Alors ça a l'air de rien, mais en fait, ça change tout. On va prendre des cas concrets. Je fais un micro-trottoir qui consiste à interroger des gens au hasard. Je fais un micro-trottoir dans Péronne. Que pensez-vous du procès machin? Il y a un monsieur qui me dit c'est honteux de poursuivre, je ne vais pas dire qui, mais c'est honteux de poursuivre cette personne parce que de toute façon, les camps de concentration, ça n'a jamais existé. Je l'écris, je dis Jean-Paul Duchemin a dit que patati patata. Je suis responsable devant la loi de ce que je viens d'écrire. Alors Jean-Paul Duchemin est responsable, c'est un délit d'être négationniste, mais je le suis aussi et mon directeur de publication l'est aussi. Si Jean-Paul Duchemin est attaqué en justice et que je fais le compte-rendu de son procès, je vais être obligé de reproduire ce qu'il a dit. Et là, on ne pourra pas me poursuivre. Et on ne pourra pas poursuivre mon directeur de la publication. Ça veut dire que si je fais bien mon boulot, je peux tout écrire de ce qui se dit dans un procès. Il y a un point important, c'est ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires. Ça veut dire que je dois respecter l'équilibre des débats. Vous êtes poursuivi pour un délit, l'avocat de partie civile de votre victime s'exprime, le procureur s'exprime pour dire pourquoi vous avez commis un délit et quelle peine il demande, et puis après votre avocat s'exprime, il dit non, il ne faut pas condamner monsieur Untel, il n'a pas fait ce qu'on lui reproche, je vais vous expliquer pourquoi. Si dans mon article, j'évoque ce qu'a dit la partie civile, j'évoque ce qu'a dit le procureur, mais que je ne dis pas un mot de ce que l'avocat a dit, là, je peux être poursuivi. Je ne suis pas de bonne foi, je ne respecte pas l'équilibre des débats. Pour le reste, je peux faire ce que je veux. J'ai beaucoup plus de liberté que le reste de mes collègues. Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'un journaliste, ça devait d'abord aller chercher l'information. Le chroniqueur judiciaire, il est un peu à part parce que lui, en fait, on la lui fournit, on lui dit chaque jour ce qu'il va avoir. Il n'a pas à aller chercher l'information, elle lui tombe tout cuit dans le bec. Son boulot, par contre, c'est de trier. Il faut savoir qu'à Amiens, tous les jours, il y a 50 procès. Dans la justice française, on part, en cas de procès, puisque on va dire qu'on part du rappel à la loi. Vous avez commis une infraction et on vous dit qu'il ne faut plus le faire, verser 500 € d'amende et on n'en parlera plus. Ça, j'y suis pas, évidemment. Et puis on finit aux assises pour les crimes qui sont actuellement les viols et les homicides, en fait, donc meurtre et assassinat. Et tous les jours, j'ai le choix, en fait. Je peux picorer, j'ai 3 salles dans lesquelles se tiennent des procès en même temps. Je peux assister à la grande majorité des procès. Je ne peux pas assister à tout ce qui concerne la justice des mineurs. Je ne peux pas assister aux affaires familiales. Je ne peux pas assister à un jugement de divorce. Il n'y a qu'une fois, ça nous a embêtés, c'est qu'on a eu le plus gros divorce de France en Picardie. C'était la Gacan qui était domiciliée à Chantilly. Et j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était
c'était comme gagner au loto. Bon, on n'avait pas pu y assister. Le reste du temps, j'ai aucune envie d'aller voir les divorces. Et puis certaines affaires qui sont à huis clos, notamment quand ce sont des mineurs qui ont été agressés ou violés, agressés sexuellement ou violés. Ça laisse encore des possibilités énormes et des articles, on va en faire entre 1 et 5, 6 par jour. Donc on va couvrir 5 à 10% de ce qui est jugé chaque jour à Amiens. Donc ça, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier de savoir dans quelle salle aller, dans cette salle, quelles affaires choisir. C'est là que joue la notion de réseau, en fait, c'est-à-dire que... Alors d'abord, c'est de savoir lire des rôles d'audience, hein, de repérer au milieu de tout ça ce qui va être intéressant. Et puis c'est là aussi que les avocats, quelquefois certains magistrats avec qui on finit par nouer des liens, disent « ce serait peut-être une bonne idée de venir jeudi matin à la juge unique ». Parce que pour vous donner l'ordre, les assises, c'est le plus grave. L'audience collégiale avec 3 juges, c'est juste en dessous. Et puis après, on a l'audience correctionnelle, juge unique, avec un seul juge, comme son nom l'indique. Et en gros, c'est les 3 audiences où on va. Et il peut arriver que quelqu'un dise « tu devrais peut-être passer à 8h30 jeudi, il y a un truc qui peut t'intéresser ». Donc voilà, on doit choisir, mais on n'a pas cette notion d'aller chercher l'information comme un collègue qui doit couvrir un conflit social et qui va devoir aller rencontrer les grévistes, qui va devoir essayer d'avoir l'avis du patron sur ce qui se passe. Nous, toute cette partie-là, on ne l'a pas. Pour le reste, on passe beaucoup de temps, parce que l'avantage de mon collègue, c'est que lui, il décide d'aller à 9h à l'usine, et normalement, s'il y a un piquet de grève, il va tomber sur les gens, il va rentrer, il va téléphoner au patron de l'usine et il va avoir son truc. Moi, il se peut que, au gré des renvois, des avocats qui sont partis plaider à Senlis le matin, qui reviendront que l'après-midi, au gré de plein de choses, il se peut que j'arrive à 9h au palais de justice, mais que la bonne affaire de la journée, elle passe qu'à 18h. Ça arrive. Ça arrive aussi que, coup de chance, la bonne affaire de la journée passe à 9h et que la journée soit pliée. Ça, c'est très difficilement prévisible et c'est une des caractéristiques de ce métier-là, c'est qu'il vaut mieux pas prévoir un dîner ou un déjeuner. Alors, c'est pas qu'on travaille plus que les autres, hein, du tout, c'est pas la mine. C'est juste que c'est totalement imprévisible, qu'il faut être très philosophe et accepter que on a... Oui, il faut que je vous parle des audiences de comparution immédiate 3 fois par semaine. C'est ce qu'on appelait les flagrants délits dans le temps. C'est les affaires qui sont jugées rapidement, avec un fort risque pour les gens de partir en détention, des affaires simples, jugées à chaud. Et les gens, généralement, comparaissent détenus. Et on a ce qu'on appelle les poussettes, c'est-à-dire que par manque de personnel dans l'administration pénitentiaire, ça commence à 14h, mais on ne peut pas amener à 14h tous les gens qui doivent être jugés dans l'après-midi. Donc, quelquefois, on en juge 2. Et puis là, on a ce qu'on appelle une poussette, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ramène les 2 qui ont été jugés en cellule et revient de la maison d'arrêt après avec les suivants. Et là, on passe 1 heure à attendre, il n'y a absolument rien à faire. On attend qu'on nous ramène la fournée suivante. Voilà, il faut être très très philosophe au niveau de l'emploi du temps. Quand vous avez du travail en cours, c'est bon, vous avez l'ordinateur à l'audience, vous pouvez taper. Quand vous n'avez rien en cours, il vaut mieux avoir un peu de conversation parce que vous allez parler avec les gens qui vous entourent. Évidemment, l'aristocratie du métier de chroniqueur judiciaire, c'est la cour d'assises. Je vous ai dit, il a 12 affaires ce matin au correctionnel, cour d'assises. Là, c'était un petit procès, on a passé 2 jours sur l'affaire d'Abbeville dont je vous parlais. Moi, j'ai connu jusqu'à 3 semaines de procès, certains ont connu des mois et des mois. La cour d'assises, d'abord, c'est l'endroit où vous pouvez vous retrouver, même si vous n'êtes ni victime ni auteur, puisque vous pouvez être tiré au sort comme juré. Il y a 6 jurés en première instance, 9 jurés en appel. Ce qui amène une sorte de dramaturgie supplémentaire, le fait que ce soit des citoyens qui en jugent d'autres. Ce qui est très intéressant, moi quand je couvre un procès d'assises, j'essaie de me mettre à la place d'un juré, justement. Je me garde bien de me servir de ce que je sais. J'essaie de me dire, mais comment il m'est apparu ce type aujourd'hui ? Est-ce qu'il m'est apparu antipathique ? Est-ce que je me suis dit, oh oui, il l'a sûrement tué ? Ou est-ce qu'au contraire, je me suis dit, oh, il n'a quand même pas le profil d'un type qui tue sa femme ? J'essaie vraiment de me mettre à la place du juré et j'essaie aussi d'écrire pour lui, en fait.
j'ai horreur des articles, et je m'en garde bien, des articles de types qui montrent dans leurs articles qu'ils en savent davantage, mais qui diront pas tout. Ou qu'ils ont tellement d'expérience que tout ça, ça les impressionne plus. Moi, j'essaie de rester impressionnable. Je dis l'aristocratie du métier parce qu'il y a eu des grands journalistes de cour d'assises. Les plus anciens connaissent Potcher, par exemple, qui a quasiment créé la chronique judiciaire à la radio, qui avait couvert des plus gros procès d'assises d'après-guerre. Ça commençait très fort, puisque c'était Pétain en 1945. Donc là, par rapport à ce que je vous disais, que la justice dit quelque chose de la société, là c'était extraordinaire. L'histoire était en marche et on jugeait déjà un type. On est en juillet 1945, donc il est encore chef de l'État français peu de temps avant et on le juge aussitôt. C'était un procès certainement extraordinaire. Je rappelle qu'il avait été condamné à mort et que la peine a été commuée par De Gaulle. Il y a eu le procès Dominici qui pareil, disait beaucoup de la France en fait, parce que quand on s'intéresse à ce procès. Donc c'était un monsieur dans les Alpes de Haute-Provence, je crois, qui était accusé d'avoir tué une famille d'Anglais qui faisait du camping. Et le cas était très intéressant. Il a été condamné à mort, il a été gracié ensuite. Mais ça disait quelque chose d'une France qui était en train de disparaître, une France rurale. Ce monsieur, d'ailleurs, il ne parlait pas français, il parlait le patois local. Et d'ailleurs, on a dit que c'était très étonnant qu'il y ait eu des PV d'audition où il parlait un français quasiment digne d'Hippocagne, alors qu'il parlait il parlait le patois des Hautes-Alpes ou quelque chose comme ça. Et puis ce choc entre le début de la Société des loisirs, j'ai toujours pensé à ça, ces Anglais en short qui arrivent dans la campagne française, et le choc avec ces gens qui vivaient en 1950 à peu près comme en 1850, dans des zones rurales très arides, très, très dures. Donc le procès Dominici, le procès de Marie Bénard, la fameuse empoisonneuse de Loudun. À chaque fois, c'est des histoires extraordinaires. Là, c'est digne de Simon. C'est les voisins qui regardent derrière leur fenêtre et qui accusent cette dame parce qu'elle a hérité de son mari et que son mari il est mort en buvant la soupe et qu'on l'a soupçonné d'avoir mis de l'arsenic dedans. Voilà, des grands procès d'assises, tout le monde en a en tête. Je fais partie de ceux qui se félicitent plutôt qu'on coupe plus la tête des gens. Surtout que quelquefois, on a su après qu'ils n'étaient pas forcément coupables. Je vais vous le dire de manière très cynique, il n'y a qu'en tant que journaliste que je regrette l'abolition de la peine de mort, parce que je me dis qu'on devait vivre des moments d'une intensité, quand l'enjeu était la vie d'un type. Alors maintenant, déjà, on vit des moments forts quand même. Quand l'enjeu est la liberté de quelqu'un pendant 20 ou 30 ans, c'est énorme, surtout quand il se dit innocent. Mais alors vous imaginez quand l'enjeu, c'était de lui couper la tête dans la foulée. Mais les plus vieux des confrères ont écrit ou quelquefois nous ont dit que le silence était palpable dans ces cas-là parce que ça devait être invivable, tout simplement. Maintenant c'est plus le cas, mais j'ai quand même connu des procès. Je pense à une affaire de la Somme. Ça vous dit peut-être quelque chose, l'affaire de Monsieur Chabet, qui était un pompier professionnel et qui avait été accusé d'avoir tué sa femme. Une histoire un peu digne d'Agatha Christie, parce qu'il y avait tout un calcul sur est-ce qu'il a eu le temps matériel de revenir de son métier, de sa garde de pompier le matin pour tuer sa femme. Et puis avec un amant par là-dessus, et puis des traces de pas dans la neige. C'était vraiment digne du cinéma. Et ce monsieur, il disait qu'il était innocent. Il a été condamné à 12 ans la première fois. Il avait refait sa vie. Et moi, je me souviens du procès à Beauvais. Et il n'y en a pas tant que ça, des procès où il y a un vrai suspense. Mais là, il y en avait un. Et vraiment, à 30 secondes du verdict, je ne pouvais pas vous dire s'il allait repartir en prison, puisqu'il avait été libéré entre-temps. Donc il était là avec sa nouvelle femme. Et l'enjeu, c'était, est-ce que ce soir, il dîne avec sa femme et sa petite fille, ou est-ce que ce soir, il part pour 10, 15, 20 ans en détention. Bon, finalement, il a été acquitté. Mais je dois dire que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour vivre ces moments-là. Les assises, c'est aussi des endroits où on voit des choses terribles, puisqu'on peut voir des images d'autopsie, on peut voir des images de levée des corps, de découverte des victimes. C'est
c'est aussi un endroit où toute la vie d'une personne est disséquée. Et ça, les premières fois, ça m'a vraiment, je ne vais pas dire choqué, mais ça m'a interloqué. Pour juger quelqu'un, on va enquêter sur sa personnalité, il va être examiné par des psychologues, des psychiatres. Et là, devant tout le monde, on va tout dire de sa vie sexuelle, notamment quand ça a été des violences intrafamiliales. On va essayer de savoir quelle vie sexuelle avait le couple, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par semestre. Est-ce qu'il avait des envies bizarres? Est-ce qu'elle avait des envies bizarres? Est-ce que... Bon, je vous passe les détails. Mais tout ça, on va le disséquer tranquillement devant 30 personnes. Puis on va dire, mais, donc vous aimiez porter des petites culottes, mais plutôt noires ou plutôt rouges? Et bon, comme si on était chez le boulanger en train de dire, je ne sais pas si je vais prendre la banette ou la baguette classique. On va rentrer dans l'histoire des familles. En cour d'assises, moi qui ne connais pas du tout les gens, qui suis un témoin neutre, comme tous ceux qui sont là, qui ne les connaissaient pas avant, qui ne les reverra plus jamais après, je vais entendre déballer des histoires vieilles de 50 ans, des choses que père et fils se sont jamais dites, des choses que mari et femme se sont jamais dites. On a des... Alors, il y a des familles où on ne se dit pas les choses, mais je ne sais même pas s'il y a des familles où on se dit les choses d'ailleurs. De toute façon, toutes les familles ont leur part d'ombre, comme les gens. Et là, vous mettez un coup de flash dessus quand vous êtes aux assises, parce qu'il faut tout comprendre de la personne. On juge un homme, on juge pas ce qu'il a, on juge pas un meurtre, on juge un éventuel meurtrier. Et on doit tout savoir de lui, et on s'en donne encore les moyens. C'est ce qui fait l'intérêt, clairement. Donc, je peux vous dire en quelques mots les procès qui m'ont marqué. Je vous ai parlé de l'affaire Chabet. Elle était vraiment intéressante parce qu'en plus, il y avait une histoire humaine. C'était cet homme qui était pompier de Paris, ce petit couple installé dans une petite maison, dans un petit village, en apparence, tellement banal qu'il devait vraiment en être ennuyeux. On n'avait pas envie de passer une soirée avec lui. Et puis un matin, on retrouve cette femme morte. On va découvrir qu'elle avait eu un amant, ce qui colle pas du tout à sa personnalité. Tout le monde tombe des nues. L'enquête va très mal se passer, donc on va avoir un vrai mystère policier. Et puis ça va être aussi l'histoire d'un avocat. Je vous dis en quelques mots comment ça s'est résolu. On avait considéré que certes en roulant très vite, mais que M. Chabet, revenant de sa garde en région parisienne, il avait pu arriver à temps pour tuer sa femme, et on s'était dit, c'est peut-être parce qu'elle lui a révélé qu'elle avait un amant qui l'a tué. Ça se jouait à très peu de choses, c'était déjà limite parce qu'il neigeait ce jour-là, et ça voulait dire qu'il avait roulé très vite sous la neige, mais bon, pourquoi pas. Ça passait, de peu, mais ça passait. Par rapport à l'heure constatée du décès de la dame. Et puis en appel, donc imaginez, 5 jours de procès, toute une procédure, un juge d'instruction, et puis tout un procès à Amiens, et puis la moitié du procès à Beauvais, et on fait venir on fait pas venir, c'était en visioconférence, une sommité, un médecin légiste, vraiment un spécialiste, qui d'ailleurs avait travaillé dans un collège de 3 médecins légistes, et l'avocat mais c'est comme dans les films, il avait relu une 200e fois son dossier la nuit dans son hôtel. Il faut dire qu'à Beauvais, on s'ennuie un peu le soir, donc on peut relire les dossiers. Et il avait tiqué sur un truc et il dit à l'expert, mais quand on vous a demandé de fixer l'heure du décès de la dame par rapport à la température vous savez, on prend la température du corps, on regarde si elle est sur de la moquette ou sur du carrelage, et puis on prend la température de la maison, puis on fait un savant calcul et on dit, voilà, puisque à telle heure elle était à 35,5, c'est donc qu'elle est décédée à telle heure, et on part de 37 et on descend. Et il dit, est-ce que vous a dit que pendant très longtemps, je crois que c'était 30 minutes, pendant 30 minutes, les pompiers ont essayé de réanimer cette dame? Et l'expert dit, non, on ne me l'a pas dit. Et donc, monsieur l'expert, est-ce que ça change quelque chose à vos conclusions? Il dit, oui, évidemment, parce que quand vous tentez de réanimer quelqu'un, artificiellement, alors vous ne le remettez pas en vie, hélas, puisque la personne est décédée, mais vous remettez artificiellement en fonction certaines fonctions vitales, finalement. Vous faites aller le cœur avec la réanimation, vous insufflez de l'air. Et il dit, évidemment, la température ne baisse pas pendant ce temps-là, puisque artificiellement, vous êtes en train d'essayer de faire repartir la personne. Donc, votre conclusion, il dit, si vous me dites qu'elle a été réanimée pour une demi-heure, vous pouvez décaler d'une demi-heure l'heure du décès.
Et ben là, l'avocat... En fait, le procès était fini, on était à 48 heures de la fin, mais il était fini. Techniquement, le mari ne pouvait plus arriver à temps dans la maison pour la tuer. Vous comprenez pourquoi j'aime bien ce boulot-là. C'est que vivre ces moments-là, c'est quand même c'est extraordinaire. Parce que voilà, c'est le moment où ça bascule. Ça fait 10 heures que vous êtes là et c'est rien passé à l'audience. En plus, vous êtes en appel, donc vous avez vraiment l'impression de réentendre tout ce que vous avez entendu. Vous vous dites, en fait, vu que je réentends ce que j'ai entendu, je vais réécrire ce que j'ai écrit. Et puis d'un seul coup, vous avez ce truc qui arrive et bon voilà, Alors les sujets sont dramatiques, mais c'est quand même des moments magiques. Je vais vous parler d'une autre affaire qui m'a marqué, que vous avez peut-être connue, parce que là, c'était du point de vue humain qu'elle était à la fois extraordinaire et dramatique. C'était l'affaire Manché, ça se passait dans l'Oise. Alors, c'est un père qui a abusé de ses 2 filles, mais alors là, c'est plus, puisqu'il avait instauré une vie quasiment sectaire dans la maison, avec la complicité de la mère. Et puis qu'il a réussi à embobiner ses filles, à les manipuler jusqu'au bout, puisque même majeures, elles ont continué à l'aider au procès, avec l'aide d'avocats qui ne se sont pas vraiment grandis sur ce coup-là, et que le père finalement a fait très très peu de détention. Il a eu un enfant avec sa fille aînée, ils ont vécu ensemble, donc ce gamin, son père était son grand-père, sa mère était sa demi-sœur, et la fin de l'histoire est folle puisque cette jeune femme, je trouve plus son prénom, enfin bon. Elle a fini par se libérer de son père, elle a trouvé un métier dans un garage. Le garagiste a accepté de l'héberger. Lui, il est devenu fou, il a cherché partout. Et puis finalement, il l'a tué d'un coup de pistolet. Il a tué aussi l'employeur, parce qu'il était persuadé que l'employeur avait une relation avec sa fille, ce qui était faux. En plus, il avait agi par pur altruisme. Et puis, il a retourné l'arme contre lui. Et là, j'ai assisté au procès, c'était à Évreux, dans l'Eure, puisque les faits avaient eu lieu à Gisors, près de l'Oise, mais côté normand. Et ce type, il a comparu alors qu'il ne pouvait plus parler. Il pouvait s'exprimer qu'en clignant des yeux. Et c'était une infirmière qui retranscrivait sur une tablette quelle lettre il avait désignée pour ensuite faire une phrase. Il y avait sa fille survivante et violée, ses fils qui, eux, avaient été maltraités, avaient été isolés du reste de la famille. Et pendant 3 bonnes semaines, 3 bonnes semaines de procès, tout simplement parce que son état de santé faisait qu'il était tétraplégique en plus, et faisait qu'on pouvait faire que 2-3 heures de procès par jour. Et on a vu ce type comparaître, avouer ce qu'il avait fait, commencer à avoir un début de regret, s'adresser d'ailleurs à son dernier fils en disant je suis ton grand-père, je ne suis pas ton père, je suis ton grand-père. C'est ce qu'il va falloir retenir. Et puis là où l'histoire est folle jusqu'au bout, c'est qu'il a été condamné à la perpétuité. Je crois ce qui n'avait plus beaucoup de sens pour un type dans son état. Il est reparti à la prison de la Santé et le lendemain matin, on a appris qu'il était mort. Alors, a priori, vu son état, c'était impossible qu'il se suicide. J'en ai longuement discuté avec des médecins, avec des avocats, et on a fini par se dire qu'en fait, son corps avait certainement tenu le temps d'entendre le verdict, parce qu'il y avait eu certainement un début de démarche de contrition de sa part, et qu'une fois que le verdict était tombé, en fait, les fonctions vitales ont cessé, il était arrivé au bout de son chemin. Là encore, c'est pareil, quand vous parlez avec les victimes, des filles qui ont été violées par leur père pendant 10 ans, une sœur qui parle de sa grande sœur qui non seulement a été elle aussi violée, mais qui a été tuée. On vit, heureusement pour vous, on vit au tribunal des choses que si vous avez de la chance, vous n'avez jamais rencontrées dans votre vie. Bon, hélas, des vies aussi linéaires, c'est rare, mais que vous allez rencontrer, heureusement, 1 ou 2 fois des deuils, des souffrances extrêmes, des fins de vie très douloureuses. Quand vous êtes aux assises, c'est tous les jours, avec des images de choses horribles. Alors, c'est pas de gaieté de cœur, j'espère qu'on n'est pas cynique au point de regarder tout ça comme si on faisait un autre boulot. En même temps, c'est un métier, on s'en sert pour écrire un article, on a bien ça en tête. De ce point de vue-là, on est comme les infirmières et les médecins, c'est-à-dire qu'on voit tout ça, mais dans un but précis, pas pour le plaisir. J'espère que c'est pas du voyeurisme.
Mais il faut être honnête, on devient aussi un petit peu accro à tout ça finalement, parce que c'est des telles décharges d'adrénaline que la vie peut sembler fade à côté. J'ai un confrère que vous connaissez sûrement qui est Dominique Verdeillan, qui était chroniqueur judiciaire pour France 2, qui anime une émission maintenant d'ailleurs, et on lui avait posé la question qu'on nous pose souvent, c'est-à-dire c'est pas trop lourd à porter tout ça, toutes ces misères, notamment le plus dur, franchement, c'est tout ce qui touche à l'enfance maltraitée, c'est Dieu merci, on n'arrive pas à s'y faire. Et il avait écrit un article, parce qu'il avait couvert l'affaire Dutroux, le procès Dutroux en Belgique. Et il avait écrit, j'aime beaucoup cette citation, il avait dit « Mes nuits sont hantées par des fantômes. Si à la fin de votre journée de chroniqueur judiciaire, vous pissez de la copie, comme disait Antoine Blondin, vous expurgez ce que vous avez emmagasiné au fil de l'audience. Le journaliste est une éponge, il absorbe les infos qu'il recrache en fin de journée. » Et en fait, quand on écrit l'article, ou quand on fait le fil Twitter, ou quand on fait l'article pour Internet, on se libère un peu de ce qu'on a vu et généralement, Dieu merci, on arrive à continuer à avancer. Je suis presque arrivé au terme. Je vais vous dire quelques mots sur l'état de la justice dont on parle beaucoup. En tant que chroniqueur judiciaire, je constate son manque de moyens. Je dois dire qu'il y a plein de journées, on se dit que c'est assez miraculeux que finalement des jugements aient été rendus et bien souvent bien rendus en plus, parce qu'il y a énormément de bonne volonté. Les greffiers, l'immense majorité des magistrats sont des gens de bonne volonté qui ne comptent pas leurs heures et qui pallient le manque de moyens. Bon, on va certainement... Il y a une progression de ce côté-là, hein, des moyens vont être affectés. On voit aussi... je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'affaire Kulik, mais bon, on voit aussi, quand on parle de la... En introduction, vous parliez de la machine judiciaire, et c'est vrai qu'elle peut avoir ce côté-là quelquefois, c'est-à-dire une machine qui avance et qui broie les gens, et qui a beaucoup de mal à faire marche arrière. Vous avez peut-être vu le documentaire sur Outreau récemment. La justice, quelquefois, porte mal son nom parce qu'elle a beaucoup de mal à se déjuger. Ça, je le constate aussi. Je suis sorti avec un goût très amer du procès Bardon parce que je n'ai aucune idée de s'il était coupable ou pas, mais j'ai une petite idée sur le fait de savoir si on pouvait le condamner, si on avait de quoi condamner un homme à une peine aussi lourde. Je pense vraiment que l'émotion a pris le dessus et que les juges doivent quand même être des praticiens du droit et garder les idées claires. Voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas dans la justice, elle ne fonctionne pas si mal, et surtout elle est d'une importance capitale pour tout ce qu'a dit de la société, mais aussi parce qu'il faut en revenir aux fondamentaux. S'il n'y a pas de justice, il y a une justice parce qu'il y a une loi, et il y a une loi parce qu'à un moment, les gens ont dit non, on n'a pas le droit de tuer son voisin, on n'a pas le droit de voler son voisin. C'est aussi bête que ça à l'origine. Hein. Est-ce qu'on fait tous exactement ce dont on a envie ? Ben non, on va essayer de faire ce dont on a envie dans les limites d'autrui en fait. Donc faites ce que vous voulez, mais en évitant de blesser, de tuer, de voler autrui. C'est ça la base de la justice, et c'est pour ça qu'elle est fondamentale et qu'une société ne peut pas s'en passer, et qu'elle dit beaucoup de choses de la société. Si elle fonctionne bien, c'est que la société va bien. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Monsieur Poulain. Alors, d'abord, félicitations pour le timing, parce qu'on s'était dit 50 minutes, vous avez fait, je pense que vous avez dû faire 51 minutes, donc bravo. Ça, c'est formidable. La deuxième chose qui est formidable, c'est que, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est vrai que quand vous avez dit tout à l'heure, j'en arrive à la fin de mon exposé, je dis, ah bon, déjà, mais il doit se tromper. Donc j'ai vérifié, donc je confirme les 51 minutes. Reviendrai. Voilà, vous revenez. Et vous avez été captivant et très humain, parce que je pense que vous nous avez expliqué votre métier avec beaucoup d'humanité, même si la machine judiciaire, comme vous l'avez dit à la fin, peut être quelque chose qui est un petit peu abrupt vu de l'extérieur. Bon, après, j'ai beaucoup aussi aimé votre optimisme. Vous dites la machine, elle marche quand même pas si mal, parce qu'elle est basée sur des gens qui font quand même leur boulot. Oui. Et heureusement, dans notre pays, il y a une loi et des gens qui font leur travail. Voilà. Quelques questions. Alors, je ne sais pas, c'est toujours... Voilà. Merci, Philippe. Oui, sur l'affaire Dutroux, qu'on a pu revoir récemment, là, j'ai le sentiment quelque part que... Alors, je ne parle pas des chroniqueurs judiciaires spécialement, mais j'ai l'impression quand même que la presse n'a pas fait son boulot, quoi. Comment on est arrivé à un tel scandale judiciaire, hein, on a laissé des gens 3 ans en prison pour rien. Comment on en est arrivé là?
comment se fait-il que la presse, qui quand même est censée, je veux dire, relever les choses, mettre en évidence les dysfonctionnements, etc. Mais j'aurais voulu avoir votre sentiment là-dessus. Le documentaire a bien montré qu'en fait, les gens qui étaient accusés et leurs avocats étaient inaudibles au début. Alors c'était dans l'air du temps, il faut se replacer à l'époque. Hein, on est en pleine vague de la parole de l'enfant est sacrée. Il faut en finir avec toutes ces violences qui sont inadmissibles et qui le restent. Hein, et ça tombe pile au bon moment, en fait. Vous savez, c'est comme le type qui est jugé pour avoir donné une claque à son épouse le lendemain d'un féminicide sanglant. Il n'a pas de chance, il tombe le mauvais jour au palais de justice. La justice, comme elle est humaine, et le journalisme aussi, ils sont sensibles à l'air du temps, finalement. Et là, ce sujet, il tombe pile comme il faut. Il est un peu vendu clé en main par le parquet de Boulogne à l'époque. Je pense sans du tout les juger, je pense que les confrères ils ne se sont pas cassés la tête. On leur fournissait une histoire en plus formidable. Le côté... alors ça commence par du sordide, et puis alors quand on dit il y a des notables qui sont impliqués, là le sang fait qu'un tour. On rêve tous de ce papier-là. Hein. Mais on rêve tous de ce papier-là, de pouvoir prouver que le maire d'une grande ville ou que le sous-préfet a participé à des balais roses. Enfin, et pour les plus anciens, c'est l'affaire Markovitch. Hein. C'est du... Oui, aussi, mais oui. Un notaire formidable. Juste après mai 68, j'en rêvais, le parquet me le fournit. Après, il y a quand même des gens qui ont bien fait leur travail. Alors, c'est un peu Saint-Obnas, mais il faut le dire. Florence Obnas a fait un super boulot parce qu'à un moment, discutant avec les avocats, j'ai eu la chance d'en parler avec elle. Elle dit mais ça colle pas cette histoire. Il y a des trucs qui collent pas. Et comme c'est elle, comme elle a déjà ce passé d'otage, donc elle a une renommée nationale. On est quelquefois mouton et suiveur. Il faut aussi balayer devant notre porte. Obnas commence à dire, elle n'est pas la première. Il y a un journaliste belge, on le voit dans la série. Il y a un journaliste belge qui est venu dans l'immeuble et croyant faire un article sur un vaste réseau de pédophilie et qui a dit mais c'est n'importe quoi cette histoire. Il n'y a rien qui colle. Il y a 50 personnes qui devaient défiler pour violer les enfants. Les voisins du dessous ne les ont jamais vus. Et puis il dit mais le juge d'instruction il est venu vous poser des questions. En fait on découvre que le juge Burgot n'a jamais mis les pieds dans la fameuse tour du renard. C'est affolant. Et donc Obna dit il y a plein de choses qui ne collent pas. Et c'est vrai qu'elle est suivie. Les premiers journalistes qui avaient bien fait leur boulot ont été moins entendus. La presse locale, elle est aussi proche de son parquet, dont elle attend beaucoup de renseignements tous les jours. Et puis c'est... Alors, j'aime vraiment pas distribuer les bons et les mauvais points, mais c'est tellement plus simple de reprendre une déclaration parquet. C'est plus simple, il y a aussi quelquefois une question de manque de moyens dans les journaux, hein, mais que d'aller faire une vraie enquête fouillée pour essayer de... Enfin, la justice a plongé, donc c'est vrai que vous avez tendance à vous dire, c'est quand même le procureur qui me le dit, il n'a pas pu l'inventer, il y a un juge d'instruction derrière. Mais oui, certainement que... Et puis je vous dis, c'est le bon moment, c'est le moment, la parole de l'enfant est sacrée, un enfant ne peut pas mentir, il est forcément crédible, et tout le monde plonge, la presse la première, en effet. Hein, oui. Hélas. Est-ce que vous avez... Oui, monsieur. Sur l'affaire Kulik, Bardon, c'est lui, c'est pas lui? Ah ben, si je le savais, je ferais un livre. Non, faut dire que l'affaire Kulik, dans mon cas, c'est un peu l'affaire d'une vie, parce qu'il se trouve que je dois être le seul journaliste à l'avoir connue vivante, puisque je l'avais présentée comme chef d'agence bancaire à Péronne quand elle est arrivée. Et puis après, j'ai vraiment tout suivi au début. Après, je ne suis pas fait diversier, donc j'ai pas suivi l'enquête, mais j'ai fait les 2 procès, évidemment. Je finis par la connaître un peu. Je vais surtout pas vous dire si Bardon est impliqué, parce que j'en sais rien. La question qu'il faut se poser quand vous êtes juré de cour d'assises, est-ce qu'il est coupable, puisque vous allez vous déterminer en fonction de votre intime conviction. Et la vraie question à se poser, c'est surtout, est-ce que dans ce qu'on m'a dit tout au long de ce procès qui a duré 3 semaines, est-ce que tout ce qu'on m'a dit me donne la certitude qu'il est coupable, donc que je peux le condamner? Puisque le principe doit toujours être qu'il vaut mieux un coupable dehors qu'un innocent en prison.
Et là, pour le coup, je peux me mouiller. J'ai assisté aux 2 fois 3 semaines de procès. Je peux vous dire qu'à mon avis, il n'y a pas de quoi avoir la certitude absolue que c'est lui. Hein, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de... Sa voix, la voix de l'appel au secours d'Élodie, je l'ai entendue 50 fois. Alors je vois comment on peut se laisser embobiner, parce qu'au bout d'un moment, je finissais par le reconnaître, Bardon, évidemment la 50e fois. Mais il faut savoir que mis bout à bout, les 2 voix d'homme, ça représente 7 secondes, un truc. Peut-être même moins, je ne l'ai plus en tête. Et tout ça, c'est un très mauvais enregistrement en plus, hein, c'est pas de la stéréo. Non, sincèrement, je pense que c'est 2 procès. Je pense que c'est un procès qui aurait dû être délocalisé, qui aurait dû avoir lieu à Paris, à Bordeaux ou à Grasse, mais pas à Amiens et encore moins à Douai, qui était vraiment le fief de la famille. Et je pense que l'émotion était trop forte en fait, et ni les jurés ni les magistrats n'ont jugé Bardon à tête froide. Or, avant d'envoyer quelqu'un en prison, il faut garder la tête froide. Et il y avait trop d'émotions. On a permis des choses qu'on ne devrait pas voir en cour d'assises. J'ai le plus grand respect, évidemment, pour le drame qu'a vécu M. Kulik. Mais ce n'est pas normal qu'en cour d'assises, on puisse arriver tous les matins avec un portrait de quasiment d'1 mètre sur 2 de la victime et qu'on le pose face au juré quand on fait sa déposition. Il doit y avoir une neutralité à un procès. Et là, en fait, au bout d'un moment, très rapidement, et je me souviens, je vais vous dire une anecdote, on part pour 3 semaines à Douai, on est 20 journalistes à couvrir ce truc-là. Il y avait même des journalistes étrangers. Et au 2e jour d'audience, la présidente commence à dire, au lieu de dire Mademoiselle Kulik ou la victime, elle commence à dire Élodie, à parler d'elle en l'appelant par son prénom. Et on a une suspension d'audience, et je dis aux collègues, je dis écoutez, on va passer 3 semaines nourris, logés par nos employeurs, mais en fait le procès il est fini, il s'est fini ce matin, elle l'a appelé Élodie, c'est fini. Parce que au bout d'un moment, on a cessé de se dire est-ce que Bardon est coupable, mais on s'est dit est-ce que ce qu'Élodie a vécu est horrible, et franchement c'est horrible. Pour avoir eu tous les détails, c'est vraiment horrible. Et est-ce que M. Kulik a vécu des choses horribles? Et franchement, c'est horrible, hein, perdre 3 enfants sur 4, plus sa femme qui avale du desktop, c'est quand même... et est-ce que son combat est admirable? Et oui, son combat est admirable, parce qu'il s'est battu pour que la vérité éclate. Mais c'est pas ça qu'il fallait juger. Et je crois à Douai, et encore plus à Amiens. À Amiens, c'était frappant. Je pense que parmi les jurés et parmi les magistrats, qui, à mon avis, n'ont pas su garder la tête froide et recadrer leurs jurés. Je me mets à la place des jurés. Ils se sont dit, les yeux dans les yeux de Jackie Kulik, est-ce que je vais être capable de dire « Monsieur Bardon est acquitté ». Il ressort ce soir, il dîne dans sa famille, et vous rentrez chez vous, et comme coupable, vous aurez que celui qui est mort et dont on a retrouvé l'ADN. Et je pense, et c'est très humain, je pense que les jurés se sont dit, moi je ne me vois pas dire à Jackie Kulik, au bout de 20 ans de combat, bah non, finalement, c'est pas lui. C'était très dur à dire, il fallait un courage immense pour dire à Jackie Kulik, c'est pas lui. Et comme Bardon, en plus, avait plein d'aspects très antipathiques, mais vraiment, grossier, coureur de jupons, j'allais dire feignant, mais non, ça c'était l'autre, lui il bossait quand même. Mais enfin, il avait plein de côtés antipathiques. Voilà, Saint-Jackie Kulik d'un côté, ce sale Bardon de l'autre. Allez, on va le mettre en prison. Je comprends que c'était très dur de l'acquitter, mais voilà. Mais est-ce qu'il l'a fait? Ça, j'en sais rien. Il faut savoir quelquefois dire je sais pas. Hein. Surtout quand on est juré. C'est la cour d'appel qui peut le décider. Hein. D'ailleurs, vous voyez que le procès en appel d'Outreau, il s'est tenu à Paris. Il aurait dû... Boulogne, c'est Saint-Omer, la cour d'assises, et la cour d'assises d'appel, c'est Douai, normalement. Et là, ils ont décidé de le délocaliser à Paris. C'est une décision qui appartient à la cour d'appel d'Amiens, qui a été frappée d'appel, qui a été confirmée par... Qui est-ce qui confirme ça? Peut-être la Cour de cassation. Ouais, enfin, bon, peut-être, ouais. Mais non, ça a été confirmé à Amiens. Toute l'instruction avait eu lieu dans la Somme.
Est-ce qu'ils ont voulu se le garder parce que ça avait un côté prestigieux? Est-ce que... je sais pas. Et alors, le pire, c'est qu'il a été délocalisé en appel, mais vous n'en êtes pas rendu compte et c'est normal. Il aurait dû être jugé en appel à Laon ou à Beauvais, les 2 autres tribunaux picards. Les avocats de la défense demandent une délocalisation, et là c'est la cerise sur le gâteau, on leur dit oui, on va le délocaliser, ils le délocalisent à Douai. La famille Kulik, elle est de la région du bassin minier, hein, Violaine. Élodie Kulik avait fait ses études de droit à Douai. On est encore plus chez elle, et c'est encore plus faussé, mais la cour d'appel peut dire « Ah ben non, vous avez demandé une délocalisation, on vous a délocalisé ». Et moi j'ai pensé aussitôt, j'ai dit « Mais c'est vraiment une erreur, parce que s'il avait été jugé à Laon, on le jugeait chez lui finalement. Hein. Et dans ce procès, il y a quand même eu beaucoup le procès aussi du Picard de l'Aisne, donc le rustre qui boit de la Cronenbourg, qui adore les 4x4, le foot, qui se gratte l'entrejambe en regardant sa télé. Et je pense que tout ce procès-là, de Bardon est vraiment un sale type produit de son milieu, mais dans l'Aisne, ça ne serait pas passé parce que les jurés de l'Aisne, ils auraient dit « Mais attendez, c'est de nous que vous êtes en train de dire du mal. On est comme ça, désolé, on n'est pas du 16e arrondissement, mais on est comme ça. » Donc ça serait moins passé. Ils auraient jugé un des leurs, ce qui est le principe du jury populaire. Et puis dans l'Oise, alors là, ça aurait beaucoup tenu au tirage au sort des jurés. Si vous tiriez des jurés qui étaient de Breteuil, Formerie, on était près de la Somme, le côté émotif, on l'avait aussi. Il faut savoir que dans l'Oise, vous avez aussi Creil, Chambly, Chantilly, et que là, vous êtes, officiellement, vous êtes en Picardie, mais vous êtes dans les esprits un peu dans la région parisienne, et vous auriez eu des gens qui, du point de vue émotionnel, auraient été plus neutres. Et ils auraient mieux fait de ne pas délocaliser. Mais alors Douai, c'était le piège absolu. La Cour de cassation, pour Bardon, n'a pas relevé que que la présidente avait appelé la victime par son prénom. Non, parce alors je ne sais pas si ça aurait été un motif. Elle était censée juger la forme. Ouais, je ne sais pas si ça aurait été un motif de cassation. Ils étaient censés avoir trouvé mieux. La Cour de cassation, elle s'exprime que sur la forme. Hein. Vous avez raison de le rappeler. On ne revient pas sur le procès. D'ailleurs, on demande à d'autres de juger après, mais il faut qu'il y ait eu un vice de forme. En même temps, c'est un arrêt, mais il peut aussi y avoir une volonté de rejuger ou pas. Il y a un des plus grands procès qui s'est tenu en Picardie, je ne l'ai pas connu, c'était le procès de Pierre Goldman, qui était le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, hein, qui avait été condamné à Paris pour avoir tué un policier, je crois, dans le cadre d'un braquage, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'appel possible en cour d'assises. C'est récent, l'appel en cour d'assises, je crois que c'est sous Élisabeth Guigou, années 90. C'est bizarre d'ailleurs, c'est que plus les faits reprochés étaient graves, plus les peines encourues étaient lourdes, moins on avait la possibilité de faire appel. Allez comprendre. Vous pouviez faire appel pour une conduite en état alcoolique, mais vous ne pouviez pas faire appel pour un triple meurtre. Et donc, il s'était pourvu en cassation, et il y avait eu un comité de soutien, mais alors extraordinaire. Il y avait Simone Signoret, il y avait Sartre de Beauvoir, et ils avaient cassé sur la forme, mais alors vraiment sur 3 détails, quoi. Une fenêtre qui était restée ouverte et qui avait fait un courant d'air. Comme quoi, quand il y a la volonté de rejuger, on rejuge. Mais là, à Douai, moi j'ai senti que la présidente, qui était très expérimentée, elle était surtout là pour éviter une cassation. Elle prenait des précautions, mais il y avait un incident soulevé par la défense. Avant d'y répondre, elle faisait une suspension et on sentait qu'elle réfléchissait, peut-être qu'elle passait quelques coups de fil, qu'elle rédigeait sa réponse. Faut savoir, quand vous allez en appel, l'idée c'est quand même que s'il n'y a pas grand-chose de nouveau, l'issue va être la même. C'est même cause, mêmes effets. Hein. Je crois qu'une des autres erreurs, et pourtant j'ai de l'estime notamment pour Stéphane Dacot, un de ses avocats, je crois que Bardon aurait dû changer d'avocat en allant en appel. Si vous refaites tout pareil, vous avez le même résultat. Il aurait dû changer d'avocat, en prendre certainement des plus expérimentés qui nous auraient mis un peu le palais de justice à feu et à sang. Alors non, il était déjà garde des Sceaux, oui certainement, mais un Dupond-Moretti pour qui j'ai pas forcément je fais pas partie de son fan club, mais je pense qu'il aurait été bon sur un procès comme ça.
en lâchant absolument rien. Parce qu'il avait ce côté Teckel, Dupond-Moretti, hein, il lâchait rien. Il a quand même fait, il a fait annuler un arrêt de cour d'assises à Amiens parce qu'un photographe avait pu filmer à travers la fenêtre les jurés en train de délibérer. Le gars de France 3, il avait tout bêtement fait des images, vous savez ce qu'on appelle des plans de coupe. C'est-à-dire que vous avez les interviews, puis entre deux, vous avez des images un peu minérales de la salle, d'un plafond, d'une fenêtre. Et le pauvre gars, qui était un jeune collègue en plus, il avait filmé la fenêtre, sauf qu'il y avait le reflet de la fenêtre de l'autre côté du bâtiment, où on voyait les jurés de dos. Ça change. Forcément que ça vous disait absolument rien sur leur discussion. Dupond-Moretti avait réussi à faire casser le jugement grâce à ça. Bon, on va pas refaire l'histoire. Je suis un peu surpris parfois sur la longueur de certains procès, un peu trop spectacle. Je pense au procès Servier, par exemple, pour prendre quelque chose d'actuel, et même les procès des terroristes. Ouais. Je trouve, bon, c'est normal qu'on prenne du temps, comme vous l'avez dit, mais quand les procès durent 3-6 mois, ça mobilise quand même pas mal Alors c'est des les choses. gens. J'ai du mal à comprendre. Pour les terroristes, je crois que c'est lié au nombre de victimes, en fait. Et si on veut permettre à chaque victime de s'exprimer elle-même ou par la voix de son avocat, on prolonge forcément. Mais c'est un agacement que j'entends aussi beaucoup dans les tribunaux. C'est quand, quand pour certains politiques, on réussit à dégager 2 ou 3 jours. Je pense au procès dans lequel est impliqué M. Sarkozy. Qui, du point de vue pénal, en fait, le mérite pas du tout. Et on sent que l'institution, alors en effet, peut-être par un certain sens du spectacle, elle réserve du temps, alors qu'à côté de ça, les juges me disent, mais nous voilà, on a 6 mois de délai, on a 1 an de délai, on n'a pas les greffiers pour le faire, là d'un seul coup, on en trouve 3 mobilisés pendant 3 jours. Alors que si on retire la personnalité très médiatique des gens et qu'on en vient à ce qui leur est reproché, on n'est pas sur des cas hyper compliqués. Donc voilà, on sait que les plaidoiries seront longues parce que les avocats sont bien payés, mais à part ça, il n'y a pas de raison de faire autant. Il y a aussi des magistrats qui se payent leur quart d'heure de gloire, hein, qui tombent sur... Regardez le juge dans l'affaire Grégory. Clairement, lui, il s'est dit, ça y est, je vais avoir mon quart d'heure de gloire. Et c'est pas le cas du juge Burgot qui était beaucoup plus sombre et qui allait pas dans les médias du tout. Mais Lambert dans l'affaire Grégory, enfin, quasiment, il y a table ouverte pour les journalistes. Oui. Voilà. Ça y est, c'est un travail obscur. En plus, le juge d'instruction, c'est vraiment un gratte-papier dans son petit bureau. Et là, d'un seul coup, la lumière arrive et il y en a qui ne résistent pas. Et idem peut-être pour les procès. C'est parfois irrationnel, c'est vrai. Vous avez pu poser toutes les questions utiles. Alors, on va pouvoir conclure. Je vais conclure parce que j'ai pas mal de choses à vous dire quand même. C'est la quille. Mais c'est pas pour vous. Alors, je vais commencer par la quiche, c'est vrai. Donc, naturellement, vous avez tous l'habitude de ce que c'est que ça. Hein. C'est une quille, hein, avec une petite fente là, qui a une petite sœur qui est là-bas sur la table, hein, et dans laquelle vous pouvez mettre une petite pièce, un petit billet, ce que vous voulez. Ça nous permet de faire vivre l'université et puis de permettre de retransmettre avec le matériel qui est derrière vous, de le retransmettre en différé. Donc cette conférence passera sur YouTube à partir de dimanche, je pense, hein, sur la chaîne Tincourt TV, comme on fait pour toutes les conférences. Deuxième chose que j'ai deux autres choses à vous dire, très importantes. Alors, il y en a une, mais alors j'ai pas l'accent, excuse-moi Michel, mais n'oubliez pas qu'à EPEI, il y a 1, 2, 3, 4, 5 dates, 25 février, 18 mars, 1er avril, et aussi le 26 février et le 19 mars, en après-midi. Alors vous avez la pièce de théâtre, je me lance, hein. Feu d'étouillis Schlaffer. C'est bon? Voilà. Donc voilà, hein, donc c'est la troupe, c'est la troupe d'EPEI. Je vous la recommande parce que c'est vrai qu'on passe toujours un super moment avec la troupe de Michel. Deuxième très bon moment aussi, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein, qui est le vendredi 24 février, qui sera notre prochaine conférence, donc à 20h ici, et donc qui sera un thème très très différent, hein, puisque ça sera sur la religion, hein, sur protestants en Picardie d'hier à aujourd'hui. Alors on aura deux parties.
Une première partie qui sera présentée par Monsieur Dominique Langlais, le président du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Saint-Quentin, j'espère que je ne me suis pas trompé, donc il nous expliquera qu'est-ce que c'est la religion protestante, comment c'est organisé, comment ça se vit, quels sont les défis à relever pour le futur. Et puis on aura, pour compléter cette conférence, une intervention d'Anaïque Vautier, qui est une historienne locale passionnée d'un site protestant qui n'est pas très très loin de chez nous, mais pas très très connu, qui est la boîte à cailloux d'Esbécourt. Voilà. Je vous ai parlé de la quille, j'ai oublié de vous rappeler que c'est vrai que ça c'est la petite quille pour les particuliers. On a une quille qui ne se voit pas, c'est celle que, et je voudrais les remercier, c'est toutes les communes qui sont autour de Tincourt et qui participent tous les ans, parce que pour ceux qui nous versent une subvention. Et je voudrais en remercier toutes les communes. Je pense qu'on ne le dit peut-être pas assez souvent. Il y a une quille comme ça, puis il y a une quille plus virtuelle, mais qui amène aussi de l'argent et qui nous permet de vivre. Alors voilà, maintenant il me reste à vous remercier, Monsieur Poulin. Merci à vous de votre Vous avez accueil. été captivant jusque dans les questions-réponses. Ça, c'est bravo, c'est une réelle performance. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à Tincourt C'était un plaisir. pour nous expliquer tout ça. Bravo. Merci. Et puis je vous propose de partager le verre de l'amitié. Donc, vous pourrez converser avec le conférencier ou entre vous. Et donc, à la prochaine fois, le vendredi 24 février. Voilà. Merci, bonne soirée.